Bonjour à tous. Bon, il y a eu un petit couac, je reprends depuis le début pour l'enregistrement aussi. On va démarrer ensemble donc du coup cette Curious News avec des belles nouveautés autour de l'IA. Il y en a toujours, il y en a toujours. Et il y a d'autres nouveautés qu'on va aller voir autour de par exemple PHP WordPress qui s'est fait hacker à cause du JS par exemple. Ça peut être intéressant à discuter. On va parler aussi de découvertes de librairies comme par exemple Lynx. Le Lynx, on pourra aller voir ce que c'est. Et on discutera aussi de que maintenant on peut générer du JS à partir du F Sharp. Je pense que ça pourrait être sympa. Et d'autres news qui vont agrémenter cette Curious News. On va rester ensemble une bonne demi-heure pour cette Curious News. Alors bah, c'est parti, on commence tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir aujourd'hui? Donc comme je vous disais, il y a WordPress qui s'est fait attaquer. WordPress qui s'est fait attaquer. Donc c'est du JS, c'est une attaque JavaScript qui compromet plus de 1000 sites et multiplie les backdoors. Backdoors. Ils en parlent dernièrement en fait avec ce problème dans le WordPress. C'est une sorte d'une infection en 4 temps. Il y a 908 sites qui ont été touchés. Et en plus, ils parlent de tête de l'hydre. Donc ça peut être vraiment un point à faire gaffe. Donc la majorité là, découle de plugins qui ont été vérolés. Donc faites bien attention à la mise à jour. Faites bien attention à la mise à jour qui va bientôt arriver, on l'espère, pour corriger ça. Bon, moi, j'utilise plus, à part sur un site WordPress, donc j'espère que cette partie, c'est pas vérolé. On est en train de refondre notre site pour abandonner WordPress et vraiment partir sur notre site à nous. Et donc là, il y aura plus ces problèmes-là. Donc prenez bien ça en compte. Alors qu'est-ce qu'on va parler aussi? On va parler des découvertes, on en parlera après, et aussi d'une stat qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur la vraie utilisation de JavaScript. Alors c'est un peu comme la dernière fois, la semaine dernière avec JetBrains. Ici on va parler de vraiment, donc c'est le Web Almanac qui est sorti, qui est sorti en fait, vous voyez, le 3 mars, donc je ne l'avais pas récupéré la dernière fois. Donc là j'ai récupéré et qui nous parle de comment JavaScript est utilisé aujourd'hui. Donc on va aller le voir ensemble. Point intéressant, donc en 2024, parce que 2025 vient de commencer, ça fait que depuis 2 mois et quelques jours. Le point à noter, c'est que vous voyez que les kilobytes ont augmenté, tout doucement ça augmente. Et ça, c'est une vraie réflexion du nombre de JavaScript à chaque fois en fait qui est appelé. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a de plus en plus d'applications qui utilisent ça, ou est-ce qu'en fait les applications, c'est simplement qu'elles ont de plus en plus de JS? Eh bien, c'est ça qu'on peut se poser comme question aujourd'hui. Et donc, on va surveiller ça, mais on voyait que ça augmente de plus en plus. Alors, on n'est pas sur quelque chose d'énorme, comme certaines applications que j'ai pu rencontrer dans les accompagnements que j'ai pu faire, où on est à plusieurs mégas, on peut monter à 20 mégas de JavaScript qui sont codés. Donc c'est une vraie question. On en parlera ça juste après avec ce qu'on appelle la lassitude du JavaScript et de tous les frameworks. C'est quelque chose qui est présent depuis longtemps et que des personnes essaient d'abandonner le JS framework pour venir du Vanilla JS. Et puis de toute façon, on sait très bien que ça fera un cycle infini. Alors on peut voir quoi? Alors là, c'est pas le nombre d'années, c'est vrai qu'on pourrait pas penser ça. C'est pas le nombre d'années, non, c'est qu'en fait, si on regarde ici, là c'est les kilooctets, les kilobytes de JavaScript utilisés. Donc on voit que il y a très peu d'utilisation de JavaScript et en fait il y a beaucoup d'utilisation de JavaScript non utilisé. Et c'est assez fort. Donc dans 90%, en fait, c'est du script qui est pas utilisé. Donc c'est assez flippant. On a 44% qui sont envoyés, qui sont pas utilisés, grosso modo. Donc on peut vraiment se poser la question de comment optimiser ça. Une des techniques, c'est lazy loading. Il y a plein de techniques. Il y a aussi toute la notion qu'on appelle de tree shaking, si vous connaissez. Toutes ces notions sont à connaître. Et donc vraiment aller travailler par la suite. Ok. On va parler des bundlers. Vous voyez que Webpack est un de ceux qui est le plus utilisé. On a 16% pour des requêtes de 10 000 à 100 000, 13%, 16% et 13%. Donc on va dire entre 1000 et 100 000, c'est Webpack encore qui prédomine aujourd'hui, même si vous savez qu'il y a un avènement de VJS qui a un peu changé toute la donne. On a Parcel aussi qui est utilisé beaucoup plus, même si c'est tout petit en fait en vrai, sur 1 million. Donc vous voyez qu'il a ici la courbe, elle est plus orientée vers le 1 million sur les rangs. On voit que TypeScript, bon, j'en avais déjà parlé ici, sur l'almanach, on voit que TypeScript est utilisé, mais c'est pas encore quelque chose de très très utilisé en fait en vrai. Et un point que je voulais centrer, mais je vais pas tout faire ici, je vais revenir sur les points qui sont les plus importants. Un point que je voulais parler en fait, c'est toute la partie async. L'utilisation de l'async est quand même quelque chose qui est très utilisé à 87%. 87%. Et le differ est utilisé à 47%. Dans Angular, il y a le robust differ qui est utilisé, qui est vraiment pratique, vous le connaissez sans doute, qui permet en fait de décaler en fait l'utilisation plus tard de JavaScript. Il y a le robust differ qui ressemble un peu à ça, même si c'est pas du tout la même idée. On est sur le chargement JS après coup de JavaScript, donc de composants. Autre point à noter,
Donc c'est les preload et prefetch qui sont utilisés, mais à très très peu d'utilisation en fait. On voit que on est à 7% à 5%, donc en fait on pourrait vraiment chercher à optimiser. Donc on a quand même du JS qui pourrait être optimisé. Ok, je vais descendre un peu sur des points qui sont assez intéressants sur ça. C'est l'injection de script. Bon, ok, c'est pas ça que je vais parler. On va descendre un peu. Voilà, c'est le Dynamics Imports, qui est quelque chose qu'on utilise beaucoup, par exemple en Angular ou en React. On est sur 3,70% des sites qui l'utilisent. Donc à se poser la question si l'utilisation est connue ou pas. Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on peut se dire, tiens, comment on peut aller plus loin pour aller chercher pour l'amélioration des performances. On est passé de 0,34 à 3,70. Donc c'est une énorme augmentation. C'est clair et net, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de fort? On ne sait pas. Tiens, je vais modifier. C'est pas du 11, mais c'est du... Voilà, du 11. Je l'avais déjà enregistré, mais ça a coupé. Ok, et ben, pour finir, on a la découverte. Moi, en tout cas, c'était un point. J'utilise en fait les web workers. Vous voyez que c'est 30% qui utilisent les web workers, des sites, des mobile pages qui utilisent les web workers. Mais il y a aussi la notion de worklet. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connaissais les workers, les web workers. J'utilise plusieurs fois dans mes applications. Mais par contre, le worklet, c'est vrai que le terme, je le connaissais, mais je n'avais pas zoomé. On n'est qu'à 0,0016% des applications mobiles qui utilisent ça. Donc, on peut se dire comment on peut optimiser ça. Alors, c'est quoi les worklets? Les worklets, on peut le retrouver dans React Native par exemple, avec vraiment, c'est le but ultime des worklets, c'est de définir des petites pièces JavaScript qui vont être chargées. La mise à jour en fait de la vue en fait en UI thread. Donc c'est vraiment pour optimiser la vue. Donc c'est du JS qui vraiment va être dédié. Et les worklets en fait vous allez trouver là. Si vous voulez bien cliquer, j'ai cliqué dessus mais on le voit pas. Voilà. Et si on prend les worklets, ils sont ici, donc c'est très bien supporté aujourd'hui. Et donc c'est des petits web workers qui vont permettre d'accéder à toute la partie de rendering, comme je disais, utilisée dans React Native par exemple. Donc pensez-y, c'est une découverte ou découverte pour optimiser les performances. Ok, on va passer à la suite, c'est les découvertes. On va passer à la deuxième partie, c'est les découvertes. Alors qu'est-ce qu'il y a comme découverte qu'on peut voir dans la Curious News? C'est la découverte de Lynx. Je ne sais pas si vous connaissez Lynx. On va aller voir ce que c'est. Lynx. Lynx, je l'ai mis là. Lynx vient de sortir. Elle est sortie, vous voyez, le 5 mars. Donc il y a moins d'une semaine en fait. Et donc Lynx, c'est vraiment l'idée de développer toute une famille de technologies pour améliorer en fait tous les composants du côté natif en fait UI. Donc on va chercher vraiment à avoir une code base. C'est utilisé vraiment toute la partie, c'est utilisé pour TikTok. Donc on va pouvoir l'utiliser sur cette partie-là. Vous voyez que c'est The Links Team qui prend en compte ça. Et on va sur le Links ici, on va sur le site, on va faire un quick start et vous voyez que ici, on peut faire npm create sur cette partie-là. Et on va pouvoir orienter sur l'iOS ou Android. Et c'est parti, on va pouvoir un développement qui va être React Native en fait. Vous voyez ici, on a du React là-dessus. Alors React Links, ça m'a permis de découvrir un point qui est assez sympa. Je vais revenir après sur le boring JavaScript, puisqu'on est encore sur du JS. Hop, ça je vais en parler aussi. C'est toute la partie de Prime.js, si vous connaissez. Hop, ici, voilà. Donc c'est du JavaScript, c'est un JavaScript engine qui est optimisé pour Lynx. Ils ont développé en fait toute une partie moteur pour exécuter du JavaScript de Lynx pour aller encore plus loin. Il est utilisé dans QuickJS. Donc QuickJS, c'est un JavaScript engine, comme il peut en avoir plein d'autres. Vous en connaissez d'autres, Node.js ou Dino par exemple, font partie des moteurs engine. Et il y en a plein d'autres, quoi. Dino utilise un moteur engine. Donc on va utiliser celui-ci pour pour générer. Donc c'est du ECMAScript 2023, même support d'une certaine partie pour l'autre de 2019. Mais là c'est vraiment un support de 2023. Vous voyez que la release, on parle de 2023 sur les dernières. On va pouvoir utiliser pour exécuter du JavaScript en fait de manière optimisée. Et donc, vous voyez qu'ils vont faire tourner ça, en fait, pour React Native, par exemple. Ce qui va m'amener, en fait, à un point qui a été véhiculé. Il y a un article qui est sorti là-dessus. C'est donc le fameux, hop, là, j'ai revenir, voilà, Choosing Boring Technology. On en parle ça juste après. Juste avant, je vais vous parler de cet article. C'est la fatigue de JavaScript. Vous le savez sans doute. Bon, en fait, l'article il date il y a 2 semaines. Je n'en avais pas parlé avant. Là, le sujet, je trouve qu'il est intéressant d'en parler. C'est quelque chose où on peut passer 7 minutes à lire si vous le souhaitez. Je vais utiliser ChatGPT pour faire un résumé. C'est aussi très pratique. Donc, je vous fais un résumé de résumé. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Hop, ici, voilà, la fatigue.
Threadbacks, bah en fait, Len Pike donc, parle de l'évolution de l'écosystème JavaScript. Vous voyez, vous pouvez lire en même temps. Bah, en fait, on a des avancées, des belles avancées avec React, avec Angular, avec Svelte, etc. Bon, bref, tous ceux que vous connaissez, Vue.js et autres, j'en passe, c'est des meilleurs. Puis en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a des méta-frameworks qui arrivent comme Next. Angular est un méta-framework, si on veut dire. Pour moi, c'est un framework, hein, c'est pas un méta. Mais bon, c'est toujours la définition du framework qui est à se poser comme question. Et en fait, bah, on va se poser la question de bah, pourquoi, en fait, on a toujours des nouveautés qui apparaissent en JavaScript. Pourquoi à chaque fois on en a des nouvelles. Parce qu'en fait, à chaque fois, on va passer sur une nouvelle techno, une nouvelle techno, une nouvelle techno. Ah, il faut encore apprendre cette partie-là. Ah, il faut encore apprendre une nouvelle orientation de framework. On va faire du React, puis après, on va faire du Angular. Là, j'ai vu des personnes qui sont passées de React à Angular. Et j'ai vu l'inverse, de Angular à React. Et je les ai formés en React, puis ils sont passés en React. Et après, ils ont abandonné, ils sont passés sur Vue. C'est de la folie, en fait. Ça papillonne. Ça papillonne. Et c'est vraiment cet aspect où comment on peut faire. En fait, l'idée, c'est essayer de se centrer peut-être pour éviter le sentiment de fatigue sur, c'est un point que Dan McKinley en parle, je trouve que c'est assez sympa de se poser comme question, c'est et si on pouvait éviter et si on pouvait éviter d'aller tout le temps vers les nouveautés. C'est vrai qu'on a cette tendance, cette appétence, nous les devs, enfin beaucoup, vers la nouveauté. En vrai, il n'y a pas que cette population. Dans le monde de dev, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des personnes qui, au contraire, préfèrent garder leurs habitudes et d'autres qui vont aller tout le temps chercher la nouveauté. Bon, vous savez que chez Curiosity Academy, et donc Dev to be Curious et donc ici le chat curieux, on va vraiment aller découvrir les nouveautés, mais j'aime bien mettre en fait ce deux poids deux balances, essayer de ramener aussi qu'on n'est pas obligé de tout le temps aller chercher les nouveautés. On n'est pas tout le temps obligé d'aller chercher tout ce qui est nouvelle technologie. Alors de l'autre côté, vous allez me dire, bah si, les nouveautés, ça amène aussi les corrections de bugs, les corrections autour de la sécurité. Ouais, clairement. Mais en fait, vous voyez un .NET Framework aujourd'hui qui tourne très bien. Je prends un exemple, ok, c'est Pro Windows, mais c'est un bon exemple. C'est pas une vraie nouveauté, la 4.8, elle n'a pas changé depuis un bon paquet de temps, ça va faire presque 10 ans, et il y a juste des releases de correction de bugs, en fait, et de petites nouveautés toutes légères, mais en fait, c'est surtout la correction de bugs. Et donc, on va se dire, ok, c'est assez ennuyeux, parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Ouais, mais en fait, c'est stable. C'est stable. Et on a vraiment on fonctionne vraiment sur un moteur qui est stable. Et donc, on peut se poser la question de pourquoi toujours aller vers la dernière nouveauté. Là, d'ailleurs, on parle de l'IA. C'est toujours une question. Pourquoi faut s'engouffrer dans l'IA alors qu'en fait, quand on est dev expérimenté, ma foi, on va super vite en dev. Est-ce qu'on va vraiment plus vite? On va en parler dans la suite encore. On en avait parlé la semaine dernière. Et vous savez que moi, j'ai toujours essayé d'amener cette critique d'être OK, c'est génial, clairement. Mais OK, en fait, c'est peut-être pas si génial que ça quand on est sur quelque chose qui est ennuyeux. Oui, mais on sait bien le faire. Si on sait bien le faire, on est efficace. C'est ce qu'on appelle l'expertise. L'expertise, c'est aller vite sur quelque chose qu'on sait déjà bien faire. Et je connais des devs, des amis autour de moi, ou collègues ou autres, qui, en fait, vont pas toujours chercher la nouveauté. Oui, c'est ok, c'est très bien. C'est bien de découvrir la nouveauté. Des fois, ils sont contents d'avoir des vidéos comme celle-ci ou des formations pour se mettre au goût du jour. Mais en fait, des fois, ils se disent, à quoi bon? À quoi bon? Et c'est souvent des questions qu'on me dit, Evan, à quoi bon? À quoi bon faire du React alors qu'aujourd'hui, je peux te faire vraiment une application Razorpage qui fonctionne super bien? À quoi bon passer à Razorpage ailleurs ou MVC.NET alors que mon MVC.NET Framework fonctionne très bien? À quoi bon alors que j'ai de la SPX? Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que toute la technologie nous pousse à aller vers la nouveauté. Les supports de SPX aujourd'hui, ça existe encore, bien sûr, mais il y a des nouvelles choses qui peuvent être vraiment mieux faites et optimisées. Ouais, mais à quoi bon des fois? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Vous savez, on l'a vécu beaucoup aussi du côté .NET. Vous savez, j'ai un grand passé et toujours présent de .NET, mais un historique sur .NET. On a vécu beaucoup ça avec SharePoint, par exemple. SharePoint, ça a été une nouveauté, etc. Donc toutes ces questions, on doit se les poser. Et vous voyez, c'est boring, c'est donc should not be conflated with bad. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ça peut pas dire que c'est ennuyeux, que c'est mauvais. PHP is boring, Python is boring. Ah tiens, c'est intéressant de dire ça. Python is boring. Alors il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Python, c'est à la mode aujourd'hui, donc c'est pas vraiment boring, puisque c'est nouveau pour beaucoup de personnes. Mais vous voyez, c'est ce cycle de qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est ennuyeux, et en fait, bien quand même. Et donc, essayer de chercher, bon, pas des personnes militaires, bon, soit, mais essayer de chercher en fait cette optimisation en fait par rapport à la technologie. Et je trouve que ça permet de prendre du recul. C'est bien d'aller vers la nouveauté, mais toujours pareil, comment elle apporte cette nouveauté, cette technologie par rapport à ce dont on a vraiment besoin. Voilà, donc comme les modes. Voilà, problème, technical solution. Puis on va essayer de s'orienter vers des choses qui sont assez bien. Alors j'ai demandé à ChatGPT, pareil. Salut Christophe, de me faire un petit résumé là-dessus. Voilà, boring. Donc je vous l'ai dit, donc l'idée c'est d'essayer de chercher des solutions qui sont
éprouver avant de partir tout le temps sur l'innovation. Et ça permet en fait aux entreprises aussi, puisque vous savez que nous, on essaie d'accompagner aussi les entreprises pour l'épanouissement des devs, hein, c'est ça chez Dev2B Curious. Ben, la question à se poser, c'est, ok, très bien, on va vers la nouveauté, ça c'est bien, ça titille tous les devs qui adorent la nouveauté, ouais, mais ça va créer de la fatigue potentielle tout en switcher. Et en plus, bah, derrière, si c'est pas éprouvé, on va vivre bah, des bugs non corrigés. Dernièrement, moi je l'ai vécu avec .NET 9, j'ai passé de .NET 8 à .NET 9, toute notre application là, actuelle, notre site web et tout ce qu'il y a derrière, en Blazor et autres, eh bien en fait j'ai vécu un bug de mise à jour, mais clairement, on le connaît tous, hein, c'est pas nouveau, en fait lors de la migration. La migration ne voulait pas fonctionner parce qu'en fait, il y avait un bug, la mise à jour n'était pas bien faite. Alors, j'ai voulu passer à .NET 9 parce que j'ai envie de suivre, ça fait partie de notre direction, mais en fait, en soi, j'aurais pu rester à .NET 8 et il n'y avait aucun problème, tout fonctionnait bien. Et je l'ai vécu, et typiquement ça. Et c'est pas que du côté JS, quoi. Donc voilà, on va chercher aussi à essayer d'équilibrer et chercher la simplicité technologique pour renforcer en fait ben, l'innovation. Hein, l'innovation, la vraie innovation. Ce qui amène les questions de, bah, en fait, si on oubliait complètement le développement, la vraie innovation, bah, ça serait peut-être l'IA, hein, qui va nous permettre de nous extraire complètement du code, en fait. J'amène cette question, je ne suis pas de cet avis complètement, hein, mais c'est une vraie question qui se pose. Ok, on continue sur une découverte, eh bien, c'est de Fable. Je ne sais pas si vous connaissez Fable. Fable, alors je ne développe pas, ça fait partie de mes to-do depuis trop longtemps pour dire que les to-do sont... Voilà, c'est Fable, c'est du F-Sharp, si vous connaissez le F-Sharp. Donc le F-Sharp, hein, c'est .NET Core le propose. F-Sharp existe depuis le début de .NET, en fait. Au début de .NET, il y avait plus de 12 langages qui étaient supportés. Et puis, en fait, après, il y a eu recentrage, on va dire, de vraiment de la priorité pour .NET. Et on a eu F-Sharp qui est resté. Donc, c'est un langage fonctionnel. Et on va pouvoir générer du JS par rapport au F-Sharp. Donc, vous allez écrire en F-Sharp et ça va générer du JS. Donc, voilà, on peut faire un try online en direct live. Et oui, en direct live, ça va nous générer. Ouais, mais il faut savoir coder du JS. Write code ou load. C'est sympa. Je veux bien le... Ouais, super. La démo, elle est... comme on dit, c'est les effets démo. On va essayer de retrouver le Fable, voilà. Et on va essayer de prendre Get Started, on va essayer de prendre un peu de code. Ouais, c'est pas super. Donc moi, j'essaie de prendre, j'ai demandé à ChatGPT, pareil, de me prendre du code, vous voyez, module app, open, blablabla, et faire un display. On va tenter, voir si ça fonctionne avec ça. Je le teste en live, hein. Voilà. Ok, HTML. Ouais, d'accord. Donc, il faudra tout écrire. J'ai pas tellement envie. Code. Ouais, ok, super. Bon, je ferai des tests. Grosso modo, vous pouvez le faire. Alors, pareil, je me suis amusé pour essayer de gagner du temps, pour qu'on puisse déjà se poser des questions. J'ai demandé, écoute, les avantages et inconvénients par rapport à TypeScript. Et ouais, c'est des questions à se poser. Alors, selon ChatGPT, selon ce qu'il connaît, etc. Donc, statistiquement, c'est ça qui est généré. Encore une fois, c'est pas d'ailleurs il, mais ça génère ça. C'est quoi? Donc, F-Sharp est un langage fortement typé, c'est clair. Moins de bugs liés au null undefined, puisqu'en effet, TypeScript permet de faire du NI, ça je suis totalement d'accord. Interopérabilité, clairement, le F-Sharp est intégré dans la communauté et l'écosystème .NET, donc on peut avoir cette capacité à générer, et c'est intéressant, génère naturellement l'asynchronisme, donc on peut avoir ce qu'on appelle des workflows computationnels. J'avais déjà lu le terme, hein, je n'ai pas du tout testé cette partie-là. Aux monades, je ne connais pas les monades, mais par contre la gestion des promesses va être plus propre. Et c'est un paradigme fonctionnel, donc functional first, et c'est vrai que TypeScript reste de base, alors de base, ça c'est pas totalement vrai. Orient objet, on peut faire du TypeScript fonctionnel, hein, clairement. Ok, les inconvénients, c'est TypeScript, ça crée directement avec l'écosystème NPM, alors que Fab nécessite des bindings avec des librairies JS. Évidemment, il y a moins d'adoption, c'est normal. TypeScript est hyper connu et c'est bien plus puissant selon statistiquement chez Généré et ce qu'il a fait comme résumé. Et puis, on voit qu'il y a une interopérabilité qui est quand même beaucoup plus complexe. Donc, c'est à se questionner sur Internet. S'il faut mettre du Sharp, pourquoi pas. Cool. Salut, salut. Salut Pixman. Ouais, pareil, hein, découverte, là je ne l'ai pas testé, hein, donc on peut faire un petit résumé. Donc là, c'est un moteur statistique qui génère à vérifier. Je ne l'ai pas vérifié vraiment. J'aimerais bien discuter avec des personnes qui font du F-Sharp. Moi, je n'en fais pas. Ça fait depuis, je vous dis, ça fait depuis 10 ans. Alors tu dis quoi, Christophe? Curieux de savoir si F-Sharp est utilisé en prod. Alors, a priori, il l'est. Salut, salut Maître Lins, c'est cool. A priori, il l'est, puisque Microsoft le maintient. Et Microsoft maintient que ce qui est en prod. Donc clairement, c'est sûr et certain. Alors on peut poser la question de peut-être qu'il y a des stats là-dessus que ChatGPT pourrait... F-Sharp, donne-moi les stats d'utilisation de F-Sharp en entreprise.
On va voir s'il connaît. Merci de cette requête, je l'ai jamais faite. On va aller voir. Recherche sur le web. Sont limitées. Cependant, les informations, adoption en F-Sharp, blabla, stratégie Microsoft. Voilà, donc ils participent activement, ça c'est clair, on le voit. Il y a des améliorations en plus dernièrement. Mais on voit que il y a très peu de connaissances là-dessus. Discuter avec une personne. Euh, voilà, ils essaient de. Ça fait un moment hein, qu'ils publient des mises à jour. Hein. Je ne sais pas si vous suivez les mises à jour .NET. Grâce à la Curious News, vous les verrez plus fréquemment, je dirais. Mais clairement, on a une utilisation qui est limitée. Microsoft essaye vraiment de le mettre en avant, puisqu'il y a une mode aussi du F-Sharp. Hein. Il y a une adoption croissante dans certains secteurs, clairement, mais c'est pas encore ça, quoi. C'est clair, c'est pas encore ça. J'en connais un qui sont partis sur F-Sharp, une personne, je cite pas là parce que il m'a pas donné autorisation. Ouais, c'est une vraie question, Christophe. Ouais. Peut-être dans l'AI ou le machine learning. J'aime pas poser des questions comme ça, c'est pas la meilleure utilisation des prompts chez GPT, on est d'accord, mais des fois, on va voir s'il est capable de répondre. Infrastructure, capacité. Il y a FS Lab, hein, est un espace d'incubation, on va voir si c'est vrai. FS Lab, FS Lab, FS Lab. Moi, je vérifie toujours parce que ce genre de conneries. Voilà. Ah ben si, il y a bien FS Lab, hein, The Community Driven for Data Science in F Sharp. Donc il y a toute la partie Data Science, Data Science, pardon, Data Science, Data Science, hein, qui est là. Voilà, donc on a bien une communauté qui est présente avec toute une partie d'utilisation. Donc clairement, ouais, ça peut amener cette réflexion-là. Hein. Et on a Infer.net et Diff Sharp. Diff Sharp, d'autodifférenciation, donc oui, potentiellement, Diff Sharp. Aïe. Ouais, ouais, clairement. On a ça, donc c'est bien de le vérifier. Donc oui, c'est des communautés qui sont assez spécialisées, hein, de niche. Donc je dirais, si vous faites du F-Sharp, au moins vous êtes de niche, quoi. Et des fois, c'est bien d'être de niche. Hein. Déjà, faire du .NET, par exemple, c'est plus niche que faire du JS. Donc ça devient intéressant. Et ainsi de suite. Voilà, donc on continue. Donc c'était ce point-là, je trouvais que c'était intéressant. Euh, à réfléchir, quoi. C'est pareil. Je revenais sur un point que j'avais sorti, je le connaissais pas du tout. Discord, vous savez, est très adopté de la communauté des devs, la communauté des gamers, etc. Mais est-ce que vous connaissez Revolt? Moi, je le connaissais pas. Je l'ai jamais testé. C'est en gros la même chose que Discord, mais en open source. Voilà. Donc on peut aller le voir hein, sur cette partie-là. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà testé, si vous utilisez. C'est une petite nouveauté. Je l'avais jamais testé. Source code, voilà, source code. Voilà, on a Revolt Chat ici. On est bien sur GitHub, hein, vous voyez ici GitHub Revolt Chat. Donc ça peut être cool. Je vais pouvoir rester encore 10 bonnes minutes. Donc on va finir avec la partie intelligence artificielle. Donc il y a Revolt GitHub en plus qui est organisé. Ils ont tout organisé, vous voyez, c'est propre. Hein. Il y a toute une partie où il y a vraiment un développement propre. J'ai pas regardé, mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin. On notera quand même que toute la partie front-end est en SolidJS Progressive Web App. Bon, vous savez que Discord est pareil, hein, c'est une web app, hein, avec Electron. Donc c'est le même principe que nous utilisons là. Voilà, je trouve que c'est intéressant de voir comment ils l'utilisent aussi, comment c'est mis en place. Ça peut me mettre à réfléchir sur nous, dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire. Hein. C'est un point là-dessus. Alors, petit point aussi de nouveauté. Enfin, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je le redis là parce que ils en reparlent aussi. Je change de switch. On était sur une partie React JS orientée. Vous voyez, c'est un peu la thématique de la journée et donc de la semaine. On va avoir TanStack, si vous connaissez. TanStack est connu sur la partie table. Hein, sur la partie table. Je vais faire toute une partie utilisation de TanStack avec React prochainement. J'ai prévu de remonter en comp sur Next.js et Native aussi, React Native. J'ai pas le temps pour l'instant, mais c'est prévu, ça fait partie de mes to-do. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? On a le TanStack Form qui est vraiment plus pratique que soi-disant d'autres pour la partie formulaire. Ce qu'on peut noter, c'est que TanStack Form, pardon, il est dédié pour React, Vue, Angular, Solid, Elite. Donc, on a vraiment cette possibilité d'être c'est pas c'est frameworkless on va dire, hein. C'est l'idée de ne pas être dépendant de notre framework et on va pouvoir l'utiliser. Alors si on regarde, moi je vous laisse le tester, etc. Alors il est où? Voilà, c'était la comparaison qu'on peut faire. C'est voilà, c'est ici. Donc ce TanStack Form, donc c'est une comparaison qui est une comparaison, hein, c'est proposé par TanStack, donc a priori il y a peut-être une orientation. On va essayer d'être à peu près de dire bon à quoi ça sert, quels sont les supports de framework. On voit ici, bon d'ailleurs ils nous proposent pas une partie Angular, bon soit. On pourrait mettre matériel hein, aussi.
ou par exemple Reactiveform, mais bref. Ici, on voit que React Vue, Angular Solid, donc Tenstar, qu'on voit que Formic, si vous connaissez en React, hein, ou Reduxform, que moi j'utilise, ou React Hookform, que j'utilise aussi, on voit que c'est que React, alors que là, c'est centré sur tous. On voit qu'il y a quasiment toute l'utilisation. On a de la partie DevTool à l'Async Validation, l'Agnostic Framework qui est important, la réactivité aussi qui est pensée, dédiée. On voit qu'ici, il n'y a pas trop de support, alors que là, on a vraiment un support qui est vraiment quasiment complet, quoi. Et ça change vraiment la donne. Je ne l'ai pas encore testé. Donc si vous l'avez testé, avec plaisir d'avoir vos feedbacks là-dessus. D'ailleurs, je fais un appel à la communauté. Si toi, ça t'intéresse d'être interviewé, toi en tant que dev, d'ailleurs, je fais l'appel aussi de nouveau de notre communauté Discord, la Curiosity Academy, on est à peu près 450-500 là maintenant. Eh bien, l'idée, c'est, j'aimerais bien vous interroger, vous, les devs. Quoi, toi, le dev qui regarde ou la dev qui regarde cette vidéo en replay ou maintenant, ça m'intéresserait en fait de t'interviewer. Si ça t'intéresse, ça peut être en vidéo si tu te sens à l'aise avec les vidéos, ça peut être aussi par écrit. Donc c'est vraiment, je vais te poser des questions, je vais t'envoyer ça par mail ou sur Discord, hein, ou par podcast sur le Curious Academy, donc le chat curieux maintenant, podcast. Donc si ça t'intéresse, surtout, présente-toi, c'est avec grand plaisir. Je vais faire un formulaire en ligne pour voir si ça t'intéresse et de te présenter et voir quel sujet t'intéresserait. En fait, j'ai envie de voir comment vous travaillez, j'ai envie de discuter avec vous. Vraiment, j'en rencontre plein chaque année grâce aux formations, aux accompagnements, au développement que je fais aussi en équipe, entreprise. Mais ça m'intéresse vraiment de vous questionner et en fait de voir vraiment comment vous vivez le dev aujourd'hui, l'arrivée de l'IA qui est là depuis 2 ans et demi, comment ça se passe, comment vous le vivez, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, si ça t'intéresse surtout, eh bien présente-toi et je vous mettrai le lien du formulaire très très bientôt. C'est gratos, voilà, c'est vraiment un échange et j'ai envie de faire des stats par rapport à ça de la communauté toute notre communauté de la Curious Academy. Ok, on va se rapprocher doucement de la fin. On va passer à la partie IA. Bah oui, oui, parce que l'IA, c'est ce qui nous, aujourd'hui, ce qui nous accompagne. Bon gré, mal gré, vous savez mon point de vue, hein, elle est toujours mi-figue, mi-raisin. Je suis pas pro IA, je suis pas contre l'IA, je suis contre la folie de l'IA. C'est-à-dire vraiment ne pas voir, vous le savez. Ne pas voir, en fait, ne pas prendre du recul. Et je souhaite qu'on garde la main mise sur ce qu'on est capable de faire, hein. Toujours être codeur est notre passion du code et du développement, pas que du code, mais du développement. Alors, parmi tout ça, dans l'IA, on a quoi? Eh bien, en fait, il y a le AI. Ouais, génial. C'est pas du tout celui-ci, c'est pas du tout celui-ci. Il est où mon Microsoft? Il est où? Voilà, non, c'est pas lui. Je l'avais mis le lien pourtant. Bah oui, oui. Voilà. DevBlog. Ils ont sorti là dernièrement un nouveau template de génération. Un nouveau template de génération pour voilà. NetAI template now available. Donc il est sorti le 6 mars, vous voyez, à 5 jours. Donc c'est sur cette semaine-là, hein. C'est toujours depuis la dernière fois. Je ne l'ai pas testé, c'est prévu que je le teste. Donc on est capable de générer en fait, par exemple, un chat AI directement. Donc ça va être avec grand plaisir. Je vous avais dit que depuis .NET 9, je voulais le tester. Je vais le tester avant l'arrivée de .NET 10 quand même. Mais c'est impressionnant comment ça fuse, vous le savez très bien, puisque vous voyez que la .NET 10 est en train de se préparer. Et donc on va même avoir des AI Evaluation pardon, qui vont arriver. Ce template est présent en fait depuis VS 2022, le AI Chat Web App. Et vous voyez qu'en .NET 9, on peut le mettre en place. Et on peut choisir d'ailleurs les modèles qui nous intéressent. Ils ont fait un système qui est d'ailleurs bien pensé. Je l'avais vu ça dans les annonces de Microsoft .NET 9, où en fait il y a un interfaçage avec un contrat. Donc on peut changer d'interfaçage, exactement comme dans Cursor d'ailleurs. Ok, voilà. Donc ça c'est cool, c'est à tester. Moi je vais faire des tests là-dessus. J'ai hâte, c'est prévu là dans les prochaines semaines. Ok, on va partir sur une nouveauté de Mistral. Si vous connaissez Mistral, vient de sortir un OCR qui est assez puissant, ce qui paraît l'un des meilleurs sur le marché, avec 90% de reconnaissance sur cette partie-là. Déjà de base, hein, qui est connu, et il va encore plus loin, donc Mistral OCR, donc plus de 90%, c'est intéressant. C'est un Optical Character Recognition, hein, l'OCR, et gonflé à l'IA, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, il y a la vidéo, ça vous intéresse, hein, sur Mistral, et regardez, ils se sont amusés à faire, voilà, on a un PDF, et il est capable de tout reconnaître. C'est impressionnant ce qu'il est capable de reconnaître. Vous voyez qu'ici, tout est reconnu, hein. Tout est reconnu. Voilà, donc c'est juste bluffant.
Là, vous voyez que des formulaires de maths là, qu'on pourrait avoir générés par un LaTeX, par exemple, si vous connaissez LaTeX, LaTeX, ça s'écrit. Hein. Moi, j'avais utilisé durant ma licence, j'avais découvert l'approche LaTeX, c'était juste mais royal, la puissance pour vraiment générer des calculs comme ça, des formules, et même écrire des livres. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs, très très longtemps, mais je sais que j'avais adoré ça. C'était une sorte de programmation hein, de doc, si vous ne connaissez pas. Et donc, regardez, l'OCR est capable de tout reconnaître. On voit que le J est reconnu. On voit, voilà, c'est juste puissant. Donc, c'est là où l'IA, moi, je trouve, a son intérêt. D'autres endroits aussi d'intérêt. Copilot Lite, j'ai l'impression d'être un vieux dinosaure dans mon équipe. Ah, Christophe, ouais, je partage, hein, je comprends tout à fait. Il y a pas mal de devs hein, qui en ont pas encore. Mais ouais, c'est dinosaure. Après, je sais pas. Le dinosaure, bah, on dit qu'il a disparu, c'est à cause d'une comète, soi-disant, ou des volcans. Ouais, cette histoire. Est-ce qu'on va disparaître, les devs qui n'utilisent pas les copilotes? Je sais pas. Parce qu'en fait, bah, les devs d'aujourd'hui, ils font quoi? Les nouveaux devs hein, qui viennent d'arriver, bah, ils utilisent l'IA d'abord et ça génère du code. Ouais, mais comment tu fais pour être sûr du code qui est généré? Voilà. C'est toujours la question en fait. Et moi je pense que les deux ne doivent pas se confronter, mais doivent travailler ensemble. On a un énorme apport, nous les seniors, et il y a un énorme apport des juniors avec ce qu'ils sont capables de générer, je dirais être nés avec l'IA. Et c'est ce qui va arriver en fait très très prochainement. Comme bah, des personnes qui sont nées avec le mobile, bah, il va y être des personnes qui vont être nées avec l'IA. Bah, les devs nés avec l'IA, c'est en ce moment, bah, je pense que c'est vraiment une belle approche. Par contre, c'est une approche qui va manquer de recul sur la technologie, le dev. Et moi, je pense que le dev a encore de très beaux jours devant lui, ou devant eux, les devs. Donc ouais, je pense dinosaure, mais un dinosaure, tant qu'il sait se déplacer, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais clairement, hein, ça fait du... on voit qu'aujourd'hui, ça génère, et même dernièrement en formation, il y a encore des personnes qui m'ont fait Waouh, c'est super génial la génération, parce qu'ils découvraient aussi le Copilot. C'est normal, hein, vous savez, il y a la courbe d'adhésion, hein. Vous la connaissez, la courbe d'adhésion. Courbe adhésion, je sais pas que l'autre là. Adhésion, nouveauté. Elle est connue celle-là, cette courbe d'adhésion. Voilà, la courbe de l'innovation. J'ai cliqué sur l'image, voilà. Elle est connue, alors c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, voilà, c'est celle-là. Hein, c'est celle-là d'abord, qui est la fameuse, hein, face au... Ah, il y en a une autre hein, d'ailleurs, mais il y a d'abord le choc, ouah, il y a le déni, non, non, je veux pas. Moi, je dois être dans la partie déni, non, non, parce que je l'accepte avec grand plaisir, mais j'ai pas du tout envie, vivre comme si le changement n'avait pas eu lieu. Hein. La frustration, puis après on passe par la dépression. En fait, c'est la courbe du deuil. Hein. Je sais pas si vous connaissez, c'est exactement la courbe du deuil. C'est le même principe et après on l'intègre. Et donc il y en a qui vont plus ou moins vite là-dessus. Moi j'aime bien la voir en fait, cette courbe, et de l'accepter pour me dire, ok, bah, c'est pas grave. Au début, je vais être dans le déni ou pas. Ça me permet de garder aussi une vision sans devoir aller sur bah, tout de suite dessus. Ce qui m'amène à la deuxième courbe qui est connue, qui ressemble, hein, c'est la courbe de la hype. Je sais pas si vous la trouvez. Je réponds quoi, j'échange avec grand plaisir ce que tu as écrit, Christophe, juste après. Il y a la courbe du hype cycle hein, qui est connue aussi sur tout ce qui est innovation, adhésion d'innovation. Il y a d'abord une grande montée qui est bah, exponentielle, vous la voyez. Hein, c'est vraiment, ouah, c'est génial, c'est trop bien, c'est des attentes surdimensionnées, c'est l'IA, hein, clairement. Ça a été ça, waouh, on va pouvoir tout faire, l'IA générative. Hein, on est en plein dedans encore en ce moment. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une partie de l'IA, ça fait ça. À chaque fois ça monte, ça monte. Bon, je fais attention avec les gestes. Il y a des personnes ces derniers temps qui l'ont utilisé à tort et à travers en disant que c'était pas sur des clins d'œil de l'histoire, hein, tout ça, etc. J'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Donc, vous voyez cette courbe, j'essaie de faire montrer une courbe plutôt, hein, une courbe qui monte. Et après, ben, on a les désillusions, hein, clairement, on a une vraie désillusion. Moi, je l'ai vécu, hein, je le vis encore dans certaines parties de l'IA, et c'est normal en fait, et c'est normal. Et puis après, il y a cette où on consolide et après, on devient productif. Et c'est la même courbe avec aussi la courbe d'acceptation, hein, c'est-à-dire voilà, ces plateaux de productivité comme ça, c'est aussi de l'adhésion de tout en fait, c'est-à-dire vous voyez, elle est utilisée partout, hein, c'est aussi, voilà, les technologies émergentes. Vous voyez, si on peut le prendre, ça c'est intéressant. Et Christophe, en attendant, disons que je trouve que l'IA, elle avait un peu le côté créatif du métier. Je te rejoins, je te rejoins. Euh, c'est exactement comme je trouve la partie manuelle entre génération d'une image et la création d'une image, hein, clairement. C'est sûr et certain. Petite parenthèse, moi je me suis fait un tatouage dernièrement où en fait j'avais du mal à dessiner, je sais dessiner mais pas assez rapidement. J'ai demandé à l'IA de générer une idée hein, et je l'ai proposé à la tatoueuse qui m'a tatoué tout le bras et bah, c'est là où je trouve qu'il y a un lien entre l'artiste et l'IA en fait. L'IA a donné l'idée, j'ai réussi à faire le prompt qu'il fallait, après moult et moult et moult prompts et puis après j'ai réussi à avoir quelque chose qui représentait à peu près l'idée que j'avais.
Et je l'ai envoyé à l'artiste qui, elle, en fait, avec son style, s'est adapté à ce que moi j'avais proposé. Et donc, c'est un lien entre les deux, je trouvais intéressant. Et moi, je voulais surtout pas bafouer, mais pas du tout, ce que l'artiste faisait, parce qu'en fait, cet artiste, c'est ce que j'aime, en fait, c'est son côté créatif et ce qu'elle m'a proposé. Et clairement, j'allais surtout pas l'enlever. Voilà. Donc, c'était un point que je vais parler. Donc, voilà, les nouveautés. Là, vous voyez ici, on a GitOps. Et donc, c'est intéressant de se dire que là, ils ont posé toutes les nouveautés sur la courbe de la hype. Donc, à voir ce que ça va faire, parce que normalement, on va descendre. On va descendre. Moi, je trouve ça super intéressant, celle-là. Euh, Voilà, on a pas mal de choses, hein, l'environnement de développement du cloud, l'IA. Qu'est-ce que ça va faire là-dedans? Ils ont fait exprès de poser ça. Je trouve ça intéressant de le poser comme ça. Bon, après, voilà, il y en a qui trouvent la créativité juste dans l'idée, hein, et après, je génère. Je trouve qu'il y a deux approches. Moi, aujourd'hui, je développe très rapidement. Et puis, ça me va très bien comme ça. Plutôt que passer mon temps à écrire du texte qui a un prompt qui doit générer, des fois, je trouve ça extrêmement chiant. Et tu vois moins de créativité là-dedans, en effet. Les deux, moi, je pense que les deux vont s'aller. Ok, donc il y a ça. Après, on va parler d'un nouveau, alors là, qui va secouer un peu le bananier. Manusia. Je sais pas si vous avez entendu parler de Manusia. Il va nous rester quelques minutes, parce qu'après, je vais devoir partir. Manus IA, voilà, développé, sorti le 6 mars dernier. Manus est ce qu'on appelle un agent IA, hein, c'est un agent IA, donc c'est l'agenting qui s'appelle ça. C'est quelque chose où en fait on va donner à faire et Manus va faire pour nous. J'ai demandé à Manus une inscription. Il y a des personnes hein, sur YouTube qui sont spécialisées dans l'IA, qui spécialisées depuis un moment, en tout cas qui ont réussi à faire une place. Hein. Voilà. Et ils ont réussi à avoir une. J'ai pas encore regardé la vidéo, hein, mais j'ai vu juste le début. Ils ont réussi à avoir déjà un jeton pour y accéder. Donc c'est pour donner quoi? Voilà. On peut faire un voyage au Japon en avril, on peut préparer l'analyse approfondie des actions Tesla, etc. Bref, tout ça, ça va aller générer tout seul, ça va faire des recherches tout seul. Je vous montre juste un exemple. C'est le début des agents. Je vous en parlais la semaine dernière, hein, et c'est en train d'arriver. Donc vous voyez, ça y est, on le voit faire. Tac, il réfléchit. J'adore, c'est le texte. Hein. Et on voit que ça génère tout seul. Et hop, c'est reparti, ça va itérer, ça va itérer, ça va itérer, ça va itérer, ça va chercher sur Internet. Voilà. Et donc, il y a la même chose avec OpenAI aussi. Hein. Avec son agent qui a plus de 200 $, etc. Ça coûte cher. Là, ici, il y a une partie où on va voir les prix vont peut-être être plus intéressants. Donc, on va se questionner là-dessus. Hein, donc, on testera ça. Je vous en parlerai. Ça, je suis inscrit. Donc, dès que je verrai comment utiliser du côté dev. Hein, et essayer de le comparer avec tout ce que j'avais pu voir. Ok, donc par contre, petit point, bon, j'ai mes notes ici. Hein. Les premiers utilisateurs ont signalé des problèmes techniques hein, qui viennent tempérer les affirmations ambitieuses. Voilà, on est sur la courbe de la hype. Hein. Par exemple, d'autres commentaires pointent du doigt un manque d'efficacité générale. Alors, il y en a qui disent, bah oui, mais c'est normal, c'est les débuts, donc faut lui laisser le temps. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est tout le point des systèmes comme ça où tu fais confiance à une IA. J'en ai déjà discuté. Si tu laisses faire et que ça fait pas ce que tu veux, à un moment donné, tu vas pas avoir confiance. Et dans la technologie, il y a vraiment un biais mental que j'ai remarqué, c'est qu'on attend que ça fonctionne sans bug. Et nous, dev, depuis le début, on dit bah ouais, mais les bugs, c'est l'humain, donc c'est normal qu'il y ait des bugs, on n'y peut rien, l'humain, nan, nan, nan. Et l'IA, en fait, on attend ça. Regardez les voitures qui doivent être autocopilotes, quoi. Doivent tout faire toute seule, la voiture. La voiture qui est capable de se déplacer toute seule, est-ce qu'elle est vraiment sécure? On a vu qu'il y a pas mal de problèmes. Il y a eu la hype du début, puis après, c'est descendu. Et maintenant, dans la maturation, on a un mélange. En France, on est à des années-lumière. Voilà, c'est exactement le même système. Donc, on a cette question-là à se poser. On voit que ça commet des erreurs factuelles, ça cite pas exactement ses sources, comme d'hab, et ça manque souvent souvent d'informations facilement trouvables en ligne. Et oui, on va se dire, ok, donc ça va chercher pour nous, mais est-ce qu'en fait, on gagnerait pas du temps à le faire nous-mêmes, cette recherche? Et voilà, c'est toute la question. C'est exactement ce que j'ai vécu, par exemple, avec Cursor aussi. Je vous montrerai, hein, j'ai prévu toutes des vidéos d'utilisation de Cursor plus avancées que juste la découverte que j'avais faite. L'idée de l'utiliser vraiment avec la partie prompt, etc. Les MD, voilà. C'est de pousser ça et voir qu'en fait, des fois, je vais passer peut-être plus de temps à écrire du prompt. Est-ce que c'est pas là où je vais gagner du temps à ne pas le faire? Voilà. Il y a des biais énormes qui sont présents là-dessus. Ok, et pour finir, trois points qui sont en cours. C'est quoi? La découverte de Nine, je sais pas, je sais pas comment dire, N8N. N8N, hein, c'est un Secure AI Native Workflow Automation. Donc l'idée, c'est d'aller faire de l'automation en pluguant, donc c'est du no-code d'automation, pluguant qui va ressembler en fait à un agent AI. Et donc on a du SecOps, on va pouvoir faire du SecOps comme ça. Donc c'est un système automatisé mais qui va être couplé à de l'AI. Donc j'ai hâte de le tester ça. J'ai hâte de le tester pour voir ce que ça peut donner et à quel point ça peut nous aider.
Il me reste 4 minutes. 4 minutes pour finir ce live. Merci d'être toujours présent, en tout cas, c'est cool. On va avoir ici le dernier point que je vais vous montrer. Bah, il n'a pas fini, vous voyez, il n'a pas fini cette recherche. Ok, c'est cool. Bon, on va voir ce que ça donne. On voit qu'il y a les checks, hein, de tous les checks et tout. C'est quand même assez puissant, quand même, hein, de ce qu'il est capable de faire. Ok, on va le laisser faire et on verra ce que ça peut donner. On va finir sur 2 points. Sur 2 points, il y a la découverte de Continue. Dans mes recherches, en fait, j'étais tombé sur la partie UA. AI, c'est l'Amplified Developer. Donc, je ne sais plus si j'en ai parlé la dernière fois, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là, c'est un Copilot, en fait, mais qui est open source. Qui supporte VS Code, JetBrains, hein, donc j'ai dû en parler la dernière fois, mais je m'en souviens plus. C'est pas grave. Donc, il y a cette idée-là, si vous voulez, donc qui est open source. Il y a une partie pricing qui existe. Par développeur solo, c'est gratos. En team, c'est 10 dollars. Et en entreprise, ça coûte plus cher, donc ça peut être intéressant de l'utiliser sans devoir passer par des aspects payants. Hein. Question, en fait, est-ce que je vais tout le temps vers Copilot? Est-ce que je vais tout le temps vers la partie payante ou pas? Ben là, on est sur 0. Si vous avez toute une partie ici private ou public, mais dès que vous allez passer sur une équipe, vous devrez payer. Alors, j'étais tombé d'ailleurs sur un point là-dessus qui m'avait noté, qui m'avait marqué quand j'avais regardé en fait toute cette partie. Il y a une personne qui a dit comme commentaire Great for seniors, bad for juniors. Et je trouve ça super intéressant comme questionnement. Et c'est là où en fait, Christophe, je trouve qu'on a on peut tirer notre épingle du jeu. En fait, on est des devs qui ont de l'expérience. Donc, on va pouvoir utiliser bien tous ces outils-là. Et les juniors, on va les aider à mieux utiliser pour bien comprendre le code qu'ils ont à faire. Donc, on va les former pour qu'ils utilisent encore mieux. Ce que je disais en formation React encore dernièrement, voilà, je vais donner des clés aussi pour mieux interroger l'IA et être capable d'être critique par rapport à cette IA. Il y aura toujours besoin de formation. Et même se former avec l'IA, c'est hyper risqué. Hyper risqué, vraiment, de mon point de vue. Même si il y a des formateurs qui racontent n'importe quoi, par exemple pour Angular, j'en ai rencontré. Et vraiment, vraiment, c'est tout le jeu. Donc voilà, est-ce qu'on va pas trouver des IA? On va devoir faire des comparaisons d'IA. Bah tiens, on le fait déjà. Et je finirai par, je vous parlais de Cursor, c'est le dernier point après, je dois vraiment y aller. C'est quoi sur cette Curious News? C'est la découverte de .cursor rules. Alors pour les fans de Cursor, vous le connaissez sans doute déjà. Moi j'ai découvert là en faisant mes recherches. Assez simple, hein. Tombé dessus, mais je trouvais que c'est assez sympa. En fait, c'est toute la partie de création des prompts en fait. Vous allez mettre toute une notion en fait, c'est ce qu'on appelle les points cursor rules, et vous allez écrire en fait comment en fait dans votre projet Cursor doit penser votre projet pour vous accompagner sur la partie. Je vous montre, hein, c'est sur cette partie-là. Voilà, sur la partie ici, compose, sur la partie compose. Donc vous faites un contrôle I, voilà, il est déjà en compose. Hein. Voilà, il m'a généré. En fait, si je fais échappe, si je ferme ça, ici, voilà, c'est toute ma partie compose qui apparaît. Et en fait, grâce à ça, il va être capable de mieux présenter. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il est capable de penser à PP module, ce que je veux pas du tout. Donc là, j'essaie de voir comment le configurer. Je vous ferai des vidéos là-dessus pour que ça soit spécialisé Angular et que ça soit spécialisé .NET. On a fini la Curious News. Je dois partir dans 1 minute. J'espère que cette Curious News vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté, qu'elle vous a amené peut-être de la réflexion sur notre métier. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour la Curious News. J'ai prévu d'autres vidéos demain matin qui sortiront dans les prochains jours, mais en live demain matin ou demain après-midi, suivant, donc dans la journée. Suivez-moi, je vais faire du Angular. On va faire Angular. Avec grand plaisir. Ravi que ça vous ait plu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Il y aura un replay d'ici 2-3 jours qui va sortir au maximum 3 jours. Allez, ciao, ciao. D'ici là, restez curieux, restez curieuse et codez bien. Ciao.